Salut tout le monde! Troisième épisode de l'heure dorée. Nous sommes aussi dans la semaine intergénérationnelle. J'espère que vous avez été à la rencontre d'un aîné, que vous avez pu échanger avec une personne d'une autre génération pour en apprendre davantage. De mon côté, je trouve ça vraiment enrichissant, vraiment comme éducatif de pouvoir échanger avec eux. Puis c'est pour ça que j'ai pu aller à la rencontre de cette dame cette semaine et en apprendre davantage sur son parcours de vie tout en couleurs. En temps de pandémie, je vous dirais que ça m'a ramené les deux pieds sur terre et ça m'a surtout rappelé à quel point on était gâtés malgré toute la situation, surtout notre génération. Donc, j'espère que tout comme moi, ça va vous donner envie d'en apprendre davantage sur ces générations. Fait que sur ça, je vous dis bon épisode et à bientôt. C'est comment l'harmonie entre frères et sœurs à ce moment-là, quand vous étiez Ouh, enfant? my God. Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que vous vous entendez bien? C'est joyeux, mais le matin, tu n'aimerais pas rester chez nous. Oh non? C'est rock'n'roll? Parce que c'était l'heure del bain, puis tout le monde voulait le bain en premier. Pour avoir l'eau chaude? Ouais. Non, non, là-bas, c'est très, très chaud. Ah oui. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour à tous, je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée, une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette journée, nous recevons Myriam Segovia. Bonjour Myriam, Bonjour. vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, vous avez passé une belle journée? Oui. Super. Donc aujourd'hui, je rencontre Myriam. C'est une personne que j'ai rencontrée dans le passé, enseignante, anciennement enseignante et retraitée. Dans le fond, je la rencontre aujourd'hui parce qu'elle a un parcours qui est très intéressant au fait qu'elle habitait le Salvador, elle a été enseignante et ensuite elle a immigré au Québec. Et aujourd'hui, retraitée, nous avons plein de questions à lui poser sur son histoire de vie qui nous semble très intéressante. Donc, aujourd'hui, on part à votre enfance. Vous venez du Salvador, mais de quel coin précisément? Je viens de la ville de San Miguel, El Salvador. Et vous avez grandi avec une famille de combien d'enfants? J'ai grandi avec une famille de 5 enfants avec mes 2 parents. Vos deux parents. Oui. Comment ça se passait, l'ambiance, la dynamique à la maison? Très bien. On était une famille comblée, et joyeuse. Et nos parents étaient très impliqués dans notre éducation. Quand vous dites qu'ils étaient très impliqués, ça l'implique justement en quoi leur impliquait? Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils étaient présents? Ils étaient toujours présents à l'école, à les rendez-vous des parents. Ils nous aidaient avec les matériels scolaires. Ils étaient toujours pendant de qu'est-ce qu'on faisait à l'école dans les jours. Puis, ils nous envoyaient le mieux possible qu'ils pouvaient nous envoyer à l'école. Fait qu'ils faisaient le maximum pour que vous ayez le plus d'éducation possible pour vous donner beaucoup de chance dans la vie, là. Oui, exactement. Puis comment ça se déroulait l'école au Salvador? Je peux te dire que quand j'étais petite, il y en avait différentes formes d'éducation. Les professeurs étaient très sévères, mais ils montraient beaucoup l'enseignement. Quand vous parlez qu'ils sont sévères, qu'est-ce que vous voulez dire par sont sévères? Sévère, c'est si toi, tu n'amènes pas tes devoirs,
ils pouvaient te laisser des pénitences un peu sévères. Ça ressemblait à quoi? Et par exemple, il y en avait dans mon temps, il y en avait des professeurs qui, avec une règle, ils donnaient des coups à les enfants des fois. Ça, c'est parce que ça faisait plusieurs fois qu'ils n'avaient pas fait leur devoir ou c'était une fois? Ben, ça dépend de la façon que l'élève y actuait. Il faisait ces choses dans la classe. OK. Fait que tout dépendant de l'attitude de l'enfant, Oui. ben là, ça se pouvait que l'enseignant il utilisait la règle des fois. Mais ça a changé. Dans le temps que j'ai devenu professeur, ça avait déjà changé parce que les parents, ils ne se laissaient pas faire que le professeur il frappait ses enfants. Donc, c'était retiré des méthodes d'éducation Oui. avant même que vous soyez enseignante. Ben, dans le temps que j'étais enseignant... ça n'existait plus. OK. Là, vous avez fait le primaire. Est-ce que là-bas, c'est le primaire, le secondaire? Comment qu'ils appellent ça? On appelle de première à sixième année, c'est la primaire. De septième à neuf, c'était la secondaire. Puis après, c'est le bachelier. Bachelière, OK. Ouais. Que avant, c'était 3 années. Maintenant, il est rendu 2 ans. 2 ans, OK. Puis, comme la 7e à la 9e année, c'est comment? C'est une grande école? Est-ce que c'est la même école que de la première à la 6e année? Comment ils fonctionnent? Ça se peut que c'est la même école, puis ça se peut que c'est différent. OK, ça dépend du village ou de la ville. Ça dépend de les écoles. Par exemple, si tu allais à un collège privé, de première année jusqu'à le bachelier, il était dans le même collège privé. OK. Mais si c'était dans l'école publique, souvent, il y en avait de première jusqu'à sixième. Mais après ça, ils ont inventé de mettre les septième jusqu'à neuvième dans la même école. OK. Donc, ils ont séparé les deux groupes d'âge. Oui. OK. Et bachelière, là, c'était 3 ans à votre époque. Mm-hmm. Vous avez fait votre bac en enseignement là-bas? Oui, après le bachelier. OK. Donc, avant comment ça se passait là-bas? C'est quoi le bachelier en tant que tel? C'est 3 années dans mon temps. C'était 3 années. Tu pouvais aller, si tu allais en sciences ou tu allais général. Il y en avait des bacheliers aussi industriels, électriciens. C'était comme, on peut dire comme des AP ici. OK. Donc, quand on parle de bachelier, il y a l'option plus main-d'œuvre manuelle, donc quand on parle d'industriel. Ouais. Ensuite, il y a le volet sciences. Les sciences, c'est pour aller médecine, mathématiques, des choses comme ça. OK. Puis vous aviez l'autre qui était le 3e volet. Il y avait dans l'électricité aussi. OK. Que c'était pour faire des connexions dans des maisons, des choses comme ça. Le bâtiment, etc. OK. Puis ensuite, là, vous avez le bac que vous choisissez comme médecin, enseignant. Ça, c'est un autre volet. C'est l'université. Et vous avez fait quel parcours? Comment ça s'est passé, votre parcours? Moi, j'ai fini le bachelier. Et après ça, j'allais à une école spéciale qui s'appelle l'école Ciudad Normal Alberto Maferrer, en dehors de la ville où j'habitais. OK. C'était plus loin de la capitale d'El Salvador. C'est Sitio El Niño. Et là, tu faisais ton cours. Quand tu avais fini les 3 années de bachelier, tu faisais un cours intensif et après, ils t'envoyaient à travailler. Et puis, tu faisais l'école dans les fins de semaine ou dans les vacances. C'était fini. Pourquoi vous avez choisi l'enseignement? Oh, j'aimais beaucoup ça.
Puis c'était dans mon temps, c'était difficile rentrer à l'école parce qu'il faisait un examen d'admission. Puis j'étais choisie dans l'examen d'admission. J'étais fière de moi. Oui. Jamais ça. C'est une de vos fiertés de réussir cet examen-là. Oui. Quelle distance de votre ville était l'université? L'école pour devenir professeur, c'était à 3h30 de chez moi. Moi, j'habitais à San Salvador, à la capitale, chez ma tante. Et comment que vous voyagez? Les fins de semaine, je partais le vendredi pour la maison, puis je retournais le dimanche soir. Wow. Puis ça, toutes les semaines, À pour toutes les pouvoir semaines, aller à ouais. l'école. Oui. C'est beaucoup de chemin. Puis là, ça, vous le faisiez, vous étiez en auto? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui allait vous porter? Le transport en commun, c'était comment? Quelquefois, très souvent, je prenais le transport en commun. Mais mon père aussi, des fois, il venait me conduire. Et vous faisiez 3h30 de transport en commun pour vous rendre à l'école. Oui, mais c'était... Je venais... C'est juste les fins de semaine, quand Oui. j'allais chez moi, à la maison, à San Miguel. OK. C'était 3 ans de San Miguel à San Salvador. OK. À chaque semaine. Mais de San Salvador à où est-ce qu'elle allait à l'école, c'était à peu près quoi? Une demi-heure. OK. Et vous voyagez de ville en ville pour voir votre famille, pour continuer d'être votre famille, dans le fond, Oui, et ensuite d'aller à l'école aussi. oui. OK. Comment qualifiez-vous votre famille? J'avais une famille excellente. Est-ce que vous diriez que vous avez vécu dans la richesse ou dans la pauvreté? J'ai vécu les deux. Les deux? Donc, vous avez commencé... quand vous dites vous avez vécu les deux, est-ce que vous aviez une famille pauvre qui est devenue riche ou l'inverse? Exactement. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mon père, lui, il était le fils d'un homme riche, mais la maman, c'était pauvre. Puis lui, il ne voulait pas prendre rien de son père. Il s'est formé, lui, tout seul. Mais mon père, dans la vie, il a commencé à cultiver la terre, et maïs, melon d'eau, le coton. Puis avec le coton, lui, il a pu progresser beaucoup. Avant, nous autres, on n'avait pas de maison quand on était petits. Non. Non. Vous viviez dans quoi? On vivait dans des maisons que mon père il construisait quand lui, il faisait la cultivation de coton, de maïs, à les places qu'il louait le terrain pour cultiver. OK. Mais avec le temps, quand j'avais déjà 7 ans, mon père il a fait sa première maison. Puis c'est comme ça, lui, après, il a utilisé beaucoup sa tête. Il est devenu, on peut dire, comme un peu riche. On peut dire. OK. Fait que dans le fond, avec beaucoup... avec tous les champs de coton qu'il a cultivés, il a réussi à se construire un patrimoine, on pourrait dire, avec sa... Puis là, ben, il a fait sa maison, il a construit sa maison. Mais après ça, nous autres, on a eu la guerre civile. OK. Puis quand on a eu la guerre civile, mon père, en lieu d'arrêter de travailler, il a changé de travail, on peut dire, parce qu'il a commencé à construire des maisons, puis à réparer des maisons et les vendre. OK. Fait que suite à la guerre où que les maisons ont toutes été endommagées, c'est là lui a changé de métier. Mais pas exactement parce que toutes les maisons étaient endommagées, c'est parce qu'on ne pouvait pas cultiver le coton à cause que la guérilla. OK. Ils brûlaient Les champs? les champs. OK. Fait que là, il a changé de métier, puis il s'est mis à faire de la réparation, Ouais. de la rénovation de maisons. Puis c'est à partir de là qu'il a continué à construire un peu, on pourrait dire, son empire. Son patrimoine.
Parfait. Quel rang aviez-vous dans la lignée des enfants? Vous étiez 5, vous étiez le bébé, l'aîné. En réalité, on était 7, OK. mais il y avait 2 décédés, OK. une avant moi, puis une après moi qui est décédée. Moi, j'étais comme la 12e dans la famille. Après ça, j'ai une sœur, puis 3 frères. Mais maintenant, il me reste juste ma sœur et un frère. Pourquoi vous vous battiez le matin pour avoir la douche la première? Parce que c'était les 3, il y avait presque... Les 3 qui se battaient, il y avait presque la même âge. OK. Puis les chauffeurs, ils allaient les laisser à l'école. Mais s'ils n'étaient pas prêts, ils pouvaient s'en aller avec celle qui était prête. C'est pour ça qu'il y avait toujours la guerre le matin. Pour pas manquer le transport. Sinon, s'il manquait le transport, ça prenait combien de temps aller à l'école à pied? Une bonne 20-25 minutes. Et que ça pouvait faire, ça pouvait réveiller le matin avant de rentrer en classe, là. Est-ce que vous mangiez à l'école? Est-ce que vous reveniez à la maison? L'école là-bas, c'est différent. Tu commences à 7 heures le matin, tu finis à midi. OK, donc vous étiez tout le temps à la maison sur l'heure du dîner et l'après-midi à la maison. Ouais. Mais ça dépend, des fois, on avait des travaux à faire l'après-midi, on sortait. OK. Et c'était de 7 heures à midi. Comment ça fonctionne? C'est comme ici, on sait que les cours, c'est environ 50 minutes. C'était environ combien de temps, les cours? Vous aviez combien de cours par jour? Des fois, c'était à chaque 50 minutes aussi, mais il y en avait 15 minutes de récréation. Qu'est-ce que vous faisiez à votre époque dans la récréation? On avait beaucoup de jeux. Comme quoi? Les garçons, ils jouaient au soccer, les filles jouaient au baseball, il y avait aussi le basketball. Il y en avait des jeux avec des que tu descends, tu vas t'asseoir par terre et avec une petite boule, tu prends toutes les affaires. C'est un jeu de marelle? Comment ça s'appelle? Jack. Comment était la vie avec plusieurs frères et sœurs? Moi, j'étais la plus grande, mais mes frères et ma sœur, parce que j'en avais juste une, mais et mes frères, tous, ils me respectaient beaucoup à moi. Et je ne peux pas regretter rien de la vie avec mes parents. Non? Non. Tout était correct à la maison. Mon père, s'il avait un pain, il le donnait en 7 parties pour que tout le monde y mange un petit peu. Il n'y avait pas d'égoïsme. Non. Et comment que votre mère gérait la maison? Est-ce que votre mère travaillait? C'était comment? Ma mère travaillait beaucoup à la maison parce qu'il y en avait 5 enfants. À cause les autres 2, ils étaient morts. Bébés. OK, fait que c'était quand il était très jeune. Oui, oui. Et elle faisait tout. Au principe, quand on n'avait pas l'argent, c'est elle qui faisait le lavage, les manger, tout. Mais avec le temps qu'elle a commencé, que mon père il a commencé à faire l'argent, elle avait quelqu'un toujours qui l'aidait à faire les ménages, les commandes, tout ça. Donc là, vous êtes 5 frères et sœurs, votre maman est à la maison, vous êtes à l'école, rendu à l'adolescence. Comment que c'était Est-ce que vous avez changé d'école ou vous êtes resté à la même école? Non, on a changé d'école tout le temps à cause de qu'avant, il n'y en avait pas les 7e et jusqu'à 9e à la même école. Souvent, il y en avait, c'était différent. Puis c'était comment au secondaire à votre époque à vous? C'était quoi les matières que vous faisiez?
mathématiques, et la langue espagnole. Là-bas, il s'appelle l'idiome national. Mhm. Et les sciences. Et on avait aussi les sports, mais je ne faisais pas. Non? Vous n'aimiez pas les sports? Pourquoi? J'aime voir, mais pas le faire. Et vous préfériez voir les joueurs puis les jeunes sur le terrain, mais vous, c'était pas... Non. C'était quoi votre matière préférée? Moi, c'était les mathématiques que j'aimais beaucoup. Puis aussi, j'aimais beaucoup la langue nationale. Oui. Est-ce que vous enseignez l'espagnol? Qu'est-ce que vous avez enseigné par la suite? Mais là-bas, quand tu travailles à l'école, tu donnes toutes les matières. OK. C'est juste en secondaire que tu commences à avoir des spécialités. Par exemple, il y a un professeur de mathématiques, il y a un professeur de sciences, un professeur de physique, de chimie, de chimie. Mais à la primaire, parce que moi j'étais professeur de primaire, et ils te donnent mathématiques, idiome national, et les sciences. La même professeur, il donne tout ça. OK. La morale et tout ça, parce qu'avant, on avait beaucoup de matières comme la morale, l'éducation physique, tout c'est donné pour les mêmes professeurs de primaire, OK. mais pas à la secondaire. À la secondaire, il y avait déjà... Différents professeurs. Ouais. OK. Et ça, c'est le jeu de Jax qu'elle t'a parlé tantôt. OK. Mhm. C'est que tu fais rebondir la balle puis tu essaies de rattraper le plus de Jax possible. OK. C'est un petit jeu que les petites filles et les petits garçons jouaient ensemble aussi. Mhm. Intéressant. Tu peux en parler à tes parents, je pense que ta mère a peut-être déjà joué à ça aussi. Là. Ah, je vais leur demander. C'est intéressant. Y también jugábamos a la peregrina. Es una que se hace así la línea Mhm. y con tu pie vas uno aquí, un pie solamente. La después. marelle. Ah. La marelle. Ajá, OK. Donc, dans la cour d'école, vous faisiez aussi de la marelle. ajá. Là, l'école finissait à midi. Ouais, Vous aviez des devoirs. ouais. Mais après, c'est quoi vous faisiez toute l'après-midi à la maison? Est-ce que vous aviez des tâches? Est-ce que vous faisiez des sorties? Qu'est-ce que vous faisiez? Comme je vous dis, souvent on avait des devoirs qu'il faut aller chercher des fois à la bibliothèque. OK. Des fois, on avait des games de soccer, des games de l'école faites l'après-midi. Mais ça passe vite aussi parce que là-bas, il fait très, très chaud. C'est justement, il y a des écoles des fois qui ouvrent le matin pour un groupe d'élèves et l'après-midi pour un autre groupe d'élèves. L'autre groupe d'élèves, il rentre à 1h, il finit à 5h. Pourquoi qu'ils divisaient les groupes d'élèves? Des fois, les écoles n'étaient pas... Il n'y en avait pas beaucoup d'écoles, des fois. OK. Quelle activité faisiez-vous en famille? On allait à la plage. Nous autres, on allait à la plage avec notre famille. On allait à la plage, on allait à la piscine des fois. Et aussi, on aimait beaucoup le soccer. On allait regarder le soccer. Et ça, vous le faisiez en famille? Mais pas ma mère, mais mes frères et sœurs, et mon père et moi. Ouais. Votre mère suivait pas, est-ce que c'est parce qu'elle aimait pas ça ou elle avait Elle d'autres était choses? trop tranquille. Elle était trop... Elle aimait ça rester à la maison, puis s'occuper des choses à la maison. Exact. Donc, comme activité, vous faisiez du soccer, vous alliez à la plage, vous aviez des activités en famille. Est-ce que vous voyagez? Nous autres, on voyageait des fois à Guatemala avec ma famille parce que mon père était souvent croyant catholique d'une sainte
qui est juste au Guatemala. OK. Mais il y a beaucoup d'activités à faire au Salvador. Et souvent, les personnes ils se marient, on est invité à un mariage, on est invité à un baptême. Ils font, par exemple, le 3 mai, ils font la fête de la croix qui met des fruits à côté d'une croix. Puis tout le monde, il va prendre les fruits là. Le 30 mai. Le 10 mai, c'est la journée de la fête des mères. OK. Après ça, en juin, c'est la fête des pères. Et le mois d'août, c'est la fête nationale d'El Salvador. Du 1er au 6 août. Et vous fêtez ça comment, cette fête-là? C'est comme si tu vas à la ronde, mais aussi catholique parce qu'ils font des processions. OK. Avec des saints. Et puis, il y a des vents partout, comme souvenirs, des choses que le monde achète pour savoir. Ah, j'étais à la... ça s'appelle la feria. La feria, OK. Mm-hmm. Puis, dans le village où je viens, que c'est San Miguel, on fait un gros carnaval le mois de novembre. OK. Tous les mois de novembre, c'est la fête. Tout 30 jours, là. Les premières jusqu'à les 30 novembre, on fait la fête. Puis ça C'était consiste en quoi? Dans tous les villages. OK. Puis vous faites quoi pendant 30 jours? C'est quoi? Ils vont couronner la reine de chaque ville, de chaque petit village. Par exemple, en San Miguel, il y a beaucoup de... beaucoup de villages petits. Et chaque village, il y a une reine. Ils la font couronner. Il y a des vents typiques. Okay. Il y a des orchestres qui viennent chanter la nuit, des groupes musicaux. Et à la fin, les 30, c'est pas justement les 30, c'est le dernier samedi de novembre qui se fait le gros carnaval. Ça fait le tour de la ville. Le carnaval, il est tout... Toute la ville de San Miguel. OK. Et là, ils viennent des artistes étrangers. Et des fois, on a déjà eu Daddy Yankee dans le carnaval. Et c'est très, très, très fameux. Oui? Ça fête fort, là. Oui. Puis là, pendant 30 jours, vous êtes en festivité, puis... Il y a une place spéciale, comme la ronde ici, où il y a tous les ménages pour que les enfants et les adultes ils vont monter là-dedans. Est-ce que vous faisiez des manèges? Oui. Oui? Est-ce que vous aimez ça, ceux qui tournent? J'aimais ça là qui tourne rond, mais pas ça là qui tourne à haut. Là. Faut pas avoir la tête à l'envers. Mais c'est bien. Je trouve ça intéressant que vous êtes 30 jours en fête. Est-ce que ça l'amène... Qu'est-ce que ça l'apporte à la communauté? L'année passée, il n'y en a pas eu parce qu'on avait la pandémie. Ah, ça doit être... La communauté devait être triste de ne pas avoir cette fête-là pendant le mois de novembre. Oui. Qu'est-ce que ça l'apporte à la communauté, justement, qu'il y ait des fêtes comme ça pendant un mois? Comment que c'est? Il y a beaucoup de tourisme. Il y a beaucoup d'entrées monétaires aussi. Hein? Puis, parce que le 21 novembre, c'est la fête catholique. OK. C'est surtout la fête pour célébrer à la Vierge de la ville, mais à la fin, ils font un carnaval pour tout le monde qui a participé. Et comment... Ensuite, là, on est au mois de novembre, donc là, après, il y a Noël. Comment vous fêtez Noël au Salvador? Maintenant, c'est beaucoup comme ici.
Mais, par exemple, avant, dans les temps que j'étais dans les temps que j'étais petite, toi, tu allais dans une maison, les personnes y avaient fait à manger, ils t'offraient, et tu pouvais manger à toutes les maisons que toi, tu voulais y aller. Et dans le fond, toutes les portes du village étaient un peu ouvertes et les gens pouvaient aller fêter chez n'importe quel voisin qui choisissait, dans le fond. Et puis, il y avait la fête dans la maison. La musique et tout. Ils dansaient. Et est-ce que vous faisiez le réveillon le 25, le jour de l'an? C'est différent qu'ici parce que nous autres, on a la plage. Hein? Puis le 24, nous autres, on fête le 24 dans la soirée jusqu'à que tu veux dormir. Puis le 25, on s'en va à la plage. OK. Qu'est-ce que vous faites à la plage le 25 décembre? Aller se baigner, aller se promener, le monde amène son manger, puis ils vont se divertir là-bas. Et le 31 décembre, ça fait la même chose. OK. Et tu fais à manger chez toi. Et tu peux inviter n'importe qui vient manger chez toi. Puis les premières, le matin, tout le monde y va à la plage aussi. Le 25 et le 1er de janvier, le 25 décembre et le 1er janvier, il y a beaucoup de monde qui va à la plage. C'est plein. Fait que le village se regroupe à la plage pour fêter Noël. Oui. Et pour nous autres, la fête de Noël, c'est fini. Tout le temps de Noël, ça finit le 6 avec les rois, les 3 rois. OK. Mais j'ai entendu dire que souvent, il y avait aussi des feux d'artifice. Exactement. Le 24 et le 31, c'est la fête aussi des feux d'artifice. Puis là, vous faites quoi? Les feux d'artifice, est-ce qu'ils se mettent à exploser dans le ciel à une certaine heure? Est-ce que il y a une Après festivité minuit. autour de ça? Après minuit, c'est pour célébrer la naissance de Dieu, puis pour célébrer la fin de l'année. OK. Puis ça, c'est gros? C'est gros comme événement? Oui. Dans presque toutes les maisons, les personnes achètent les feux d'artifice. OK, fait que c'est pas le village en lui-même, mais c'est toutes les maisons qui font exploser. Oui. Oh wow, fait que ça doit avoir un beau ciel illuminé, là. Ah oui. C'est très bon. Oui? Est-ce que vous aimiez ça? Oui, moi, j'aimais beaucoup ça, mais j'avais peur avec les enfants pour ça. OK. C'est-tu le fait que ça pouvait peut-être tomber dans un champ puis que le feu prenne? Mais il y en a déjà des enfants qui ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas bien fait la célébration. Oh, puis là, ça n'a pas bien viré, là. Exactement. Est-ce que vous considériez que c'était plus une ville ou une campagne où vous demeuriez? La ville. La ville? Est-ce que vous alliez parfois en campagne aussi? Moi, oui, parce que mon père, il cultivait le coton. Mm-hmm. Puis le coton se cultive en campagne. Fait que, est-ce que vous alliez aider souvent votre père à cultiver le coton? Non. Mais on a appris à faire tout, par exemple. OK. Il nous a montré comment récolter le coton. Mais lui, ça l'intéressait beaucoup qu'on allait à l'école, qu'on n'a pas aidé l'idée dans la cultivation, parce que lui, qu'est-ce que ça l'intéressait qu'on devienne quelqu'un à l'école. OK. Fait qu'il encourageait plus votre aller à l'école que d'aller cultiver avec lui. Oui, exact. Là, on est en direct du Québec maintenant. Vous avez immigré au Québec à quel âge? J'ai migré à 20 ans. Et pourquoi vous avez décidé de quitter votre pays à ce moment-là? Tu te rappelles que je t'ai dit qu'on avait la guerre civile? Oui. C'est à cause de ça. OK. Puis vous êtes atterri au Canada, au Québec. Est-ce que vous avez c'était votre première destination ou non? Oui, c'était ma première destination. Pas à l'eau à mon ex-mari.
Lui, il avait déjà voyagé, essayé de venir à Los Angeles 3 fois, OK. mais il n'avait pas réussi. Et quand je suis venue avec lui, on est venu à Los Angeles, mais après ça, on est venu à New York, puis après, on est débarqué à Montréal. On a demandé l'asile politique. OK. Parce que moi, j'étais professeur. Puis la dernière chose que j'ai vue au Salvador, c'est une morte que j'avais une petite maison déjà que mon père il m'avait donnée. OK. Puis dans la maison, il avait mis le corps del mort et dans le parking. OK. Et la tête était dans une autre, dans l'école qui était dans le petit village. OK. Fait que Donc, ils avaient laissé le corps sans tête devant votre maison. Oui. comment vous avez vécu cette expérience, si c'est pas trop indiscret? Mais j'avais peur parce qu'on était jeunes. Puis souvent, dans ces temps, les personnes, les militaires, ils pensaient que tous les professeurs étaient contraires. C'est pour ça qu'on a décidé de partir. Parce qu'il faut que tu comprennes que pendant la guerre civile, tu avais les militaires, puis tu avais justement plusieurs étudiants, plusieurs enseignants qui faisaient partie justement de la guérilla ou qui faisaient partie justement de l'opposition aux forces militaires. OK. Fait qu'ils pensaient que vous étiez comme d'accord avec ça, là. Et peut-être pas juste moi, mais j'avais peur à cause qu'ils ont mis le corps del mort en avant de la maison. En effet, ça doit surprendre, ça doit en surprendre plus qu'un. Je n'ai pas sorti du Salvador parce que je n'avais pas rien à manger. Grâce à Dieu, on était bien économiquement, mais c'était très dangereux dans les temps. J'ai sorti le mois d'avril 82. J'avais laissé mon enfant parce que je n'avais pas les papiers d'immigration. OK. Puis je ne voulais pas faire souffrir mon enfant par terre. Parce qu'on est venu en autobus. Après, on a traversé le désert en avion, mais c'était un avion de 7 passagers. OK. Fait que là, vous avez traversé le désert en avion. Ensuite, vous avez pris l'auto. Oui. OK. Et votre enfant était où pendant ce temps-là? Je l'ai laissé avec ma mère. Mais après, quand j'ai eu ma résidence permanente, dans une année après devoir rentrer ici, j'étais allée le chercher. Fait que vous avez été rechercher votre enfant, puis vous êtes arrivé au Canada. Oui. Et est-ce que, rendu au Canada, comment ça s'est passé, rendu ici, votre accueil? C'était difficile parce que on est arrivé dans une maison qu'on n'était pas bien accueillis. OK. Puis, dans les temps aussi qu'on est arrivé, il n'y en avait pas beaucoup de travail. Et la personne qui nous accueillit, elle nous avait parrainé. OK. On n'avait pas le droit à l'aide gouvernementale. Comme il y avait des personnes qui rentraient dans le même temps que nous, il y avait de l'aide gouvernementale, mais nous autres, mon ex-mari et moi, on n'avait pas de l'aide. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour vous en sortir? Qu'est-ce que vous avez... On a travaillé à 3,85 $ de l'heure. Wow! C'est pas le même salaire qu'aujourd'hui. Après, il y en a qui sont pas contents du salaire minimum d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Comme je t'ai dit que je n'avais pas le droit à l'aide gouvernementale, je n'avais même pas le droit à aller à l'école pour apprendre le français. Ah non? Non. Moi, le français que je parle mal parce que je l'ai pris à la rue, je l'ai pris dans le travail. Je n'ai jamais été à l'école pour apprendre le français. Je trouve pas que vous parlez mal, je vous comprends très bien. Non, mais tu comprends que maintenant, tu as plusieurs Québécois qui se plaignent que les immigrés ne parlent pas bien le français. Tu as le gouvernement qui se plaint de ça, mais
les immigrés dans le temps, en 1980, qui arrivaient ici, Il n'y avait n'avaient pas de pas. support pour Non, apprendre c'est le ça. français. Pas tous, Fait que ça, mais il y en c'était- avait que oui. Ouais, c'est ça. Fait que Mais il tu y sais, avait une maintenant, partie que non, donc c'est Ouais. normal que encore aujourd'hui, il y a une partie qui, on peut s'attendre, qui n'ont pas un français Excellent. excellent ouais. parce que justement, comme vous, ben vous n'avez pas eu accès, eux non plus n'ont pas nécessairement eu accès non dans le plus. Ouais. fond, elle et son ex-mari, ils ont appris le français sur le tas, comme on dit, au travail. Là. Mhm, exact. Fait que Fait que c'est vous, quand c'était même- les employés qui vous parlaient français, qui faisaient en sorte que vous compreniez un peu la langue, mais vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous montrer des choses, là. Non. Fait que c'est pour les auditeurs qui se posent des questions, pourquoi des immigrés ne prennent pas le français, des fois c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mhm. Tandis que tu vois que c'est un luxe ici, déjà de venir ici puis d'apprendre le français ou d'avoir l'opportunité de le faire. Mhm. Ben, comme je dis toujours, c'est un luxe de naître au Québec, là. Mhm. Tu sais, on a beaucoup, beaucoup d'avantages quand on est ici, je considère. Oui, moi j'adore le Québec. Je suis contente d'habiter ici. Mais j'adore mon pays aussi. Mais c'est certain. Donc, vous êtes arrivé ici avec votre ex-conjoint, vous avez été avec une famille qui vous a parrainé, mais qui vous a plus ou moins bien accueilli. Pendant ce temps-là, comment vous vous sentiez, sachant que votre enfant était au Salvador? Parce qu'on s'entend, vous l'avez laissé là-bas, pas parce que vous l'aimiez pas, c'était plus pour le protéger de tout ce que vous alliez vivre dans votre intégration ici. Et surtout dans les voyages. Je, je voulais ramasser l'argent pour me retourner. Pour aller le rechercher, dans le fond. Et pas nécessairement. Si j'avais pas le papier pour les amener ici, qu'est-ce que je voulais, c'est retourner y être avec mon enfant. Mhm. Mais comme, grâce à Dieu, mes papiers sont avancés vite, j'étais capable d'aller les chercher dans une année après avoir rentré au Canada. Par quelle émotion vous avez passé quand vous avez décidé de dire on va quitter notre pays et laisser notre famille, mais laisser aussi notre enfant? En fait, ça a été difficile, mais quand même, tu pensais que si tu voulais faire une famille, c'était pas le temps de rester au Salvador. C'était un sacrifice à faire. Ouais. Et par quelle émotion vous avez eu quand vous aviez vu que votre papier était en règle et que vous pouviez finalement aller retourner le chercher? J'étais acheté mon voyage, et puis je suis partie vite, mais quand j'étais arrivée, j'étais tellement pressée que les papiers de l'enfant n'y avaient pas arrivé encore au Salvador. Ah. Parce que c'est l'ambassade du Mexique qui envoyait les papiers au Salvador. OK. Et quand je suis arrivée, j'avais demandé la permission à mon travail parce que j'ai déjà travaillé. Et j'avais juste à peu près une semaine pour me retourner. Et les papiers n'avaient pas arrivé. Imagine, j'étais coincée parce que je voulais, mon mari avait resté ici, puis moi et mon enfant, on était au Salvador. Mais j'ai parti à aller chercher les papiers au Mexique. Moi, personnellement, c'était très, très dangereux parce que le Mexique et le Guatemala, c'était dangereux dans le temps aussi. OK. Là, vous avez fait le voyage jusqu'au Salvador et ensuite vous êtes allé au Mexique pour chercher les papiers. Oui. Ce voyage-là, vous l'avez fait en avion aussi? J'ai fait les premiers temps en autobus, OK. mais de Guatemala au Mexique, j'ai pris l'avion parce que à chaque fois, je passais à une affaire de douane ou d'immigration. Il me volait l'argent. Il me dit, vous avez rentré sans papier. Avant, vous étiez parti, vous ne savez pas retourner, donnez $100, donnez $50, comme ça. Et puis, il y avait de très bonnes personnes que j'ai trouvées, un couple. Les personnes ils m'ont conseillé de prendre l'avion en lieu d'aller en autobus parce que j'allais dépenser trop d'argent. Comment ça s'est passé d'essayer de récupérer les papiers puis tout ça? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était compliqué?
Non, c'était facile, grâce à Dieu, parce que j'avais déjà appelé avant. OK. Fait qu'ils savaient que vous vous en venez, Ouais. là. OK. Parce que les autres m'ont dit, si tu veux t'en aller, il faut que tu viennes le chercher, sinon ça va prendre un mois pour arriver. OK. Fait que pour accélérer les choses, là, vous avez décidé de... On va Exact. aller les chercher, puis vous êtes retournés. Ça nous amène à notre moment doré. Donc, aujourd'hui, là, quand on regarde votre parcours de votre enfance jusqu'à l'immigration, quelle serait votre fierté dans ce moment-là de votre vie? Mes enfants, Oui? Vous avez combien d'enfants? 2. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ça me rend fière parce que ils sont vivants. Si peut-être on avait resté au Salvador, il y aurait eu des affaires que maintenant on n'était pas en train de te raconter tout ça. Mhm. Puis aussi que les deux réussissent ici au Québec. Ça vous rend fier, ça. Hein? Oui, très fière. Mais je pense que vous pourriez aussi être fier de vous, d'avoir fait tout comment dire, relever ce défi-là. Ouais. Puis là, j'ai une autre fierté, c'est que j'ai ma nièce avec son petit enfant, que j'essaie de les aider, pas économiquement, mais je les aide avec moralement et avec tout. Puis elle aussi, elle réussit bien. Oui. Mais je pense que ça peut aider d'avoir justement votre présence qui est là puis qui lui donne un coup de main comme par votre présence, Ouais. par le moral, l'amour. Surtout l'amour, ça fonctionne souvent très Ouais. bien. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un souvenir d'enfance qui vous tient à cœur puis que vous aimeriez nous partager aujourd'hui? Peut-être pas un souvenir d'enfance, mais j'ai quelque chose que ça me tient à cœur, c'est le jour de mon mariage. Oui? Quand je me suis mariée, j'avais une grand-mère qui y avait perdu un pied à cause de la... Elle avait tombé, puis après ça, c'est la gangrène. OK. La gangrène. Il avait fait pourrir son pied, puis ils l'ont coupé. Pour Puis pas elle- que ça se répande plus Ouais. loin. Là. OK. Puis elle avait perdu la vue, ça faisait longtemps aussi. Puis la journée de mon mariage, elle voulait vraiment toucher ma robe de mariage. Puis quand elle a touché, elle a dit, le jour que je mors, je veux que tu m'enterres avec ces robes-là. Ça, c'est une des plus souvenirs bons que j'ai dans la vie. Parce que je l'ai donnée quand elle est morte. Elle était enterrée avec ça. Oui. Puis pour vous, c'était important de respecter cette demande. Oui. Comment que vous qualifieriez votre relation avec elle? Mais j'étais, comme je te dis, moi, je me mariais à 18 ans. Puis j'ai vécu avec elle depuis que j'étais petite. C'était ma mère qui la gardait à elle parce qu'elle ne voyait, il n'y avait pas de vue. OK. Puis après, son pied, il ne pouvait pas marcher. Fait qu'elle avait besoin. Votre mère était comme sa proche aidante. Oui, mais ma mère, c'était sa bru. C'était pas sa fille. OK. Puis elle s'occupait d'elle. Oui. C'est généreux de sa part. Ah, Parce que c'est quand même c'est quand même une bonne charge d'avoir Ouais. quelqu'un qui est de plus à la maison, là, tu sais. Mhm. Mais ma mère était très fine. Quand vous avez quitté là, à l'âge de 20 ans, comment c'était de laisser votre mère et votre père en vous en venant au Québec? Mais j'avais déjà commencé à faire ma vie à part. Avant de venir ici, j'avais déjà une maison. J'avais pas
de luxe, mais j'avais tout ce qu'il faut dans une maison. Puis, donc, quand vous êtes arrivé ici, vous étiez déjà habitué de plus vivre à... De plus vivre avec... j'habitais juste avec mon ex-mari, mon enfant, puis une fille qui faisait le ménage pour nous. Puis d'être loin de votre famille comme ça, est-ce que vous aviez de la... Non, j'étais pas loin parce que j'allais tous les jours. Oui? Et quand je travaillais à l'école, je travaillais à une école qui c'était à 15 minutes de chez ma mère. OK. Puis, mais quand vous avez immigré, puis que votre mère est restée là-bas, comment c'est de vivre à distance comme ça de sa mère puis de son père? Bien, grâce à Dieu, je savais que les autres, ils se débrouillaient bien économiquement, parce qu'habituellement, il y a beaucoup de monde qui viennent ici, mais ils sont vraiment dans la pauvreté. Il faut qu'ils travaillent fort pour aider sa famille. Mais moi, grâce à Dieu, je n'ai pas travaillé fort pour aider ma famille. J'ai travaillé fort pour mon enfant, pour mes enfants et mon ex. C'est le seul. Parce que ma famille, mes parents, ils étaient bien, grâce à Dieu. Tantôt, on parlait que justement, au mois de novembre, vous avez toute une fête qui est pendant le mois. Oui. Est-ce que le voisinage y participait autant? Oh, tout le monde y participe presque. Quand vous êtes arrivé ici, est-ce que le voisinage est aussi festif que celui que vous aviez quand vous étiez au Salvador? Moi, je suis arrivée ici le 19 juin OK. 82. Il y avait une grosse fête au Parc La Fontaine que ça ressemblait beaucoup à la fête salvadorienne. Mais ici, il y avait plus de liberté que chez nous. Parce que là-bas, les jeunes, dans le temps, c'est pas beaucoup de jeunes qui fumaient ou prenaient la bière, surtout en avant de ses parents. Puis quand j'arrivais ici, il y avait des filles par terre dans le parc La Fontaine qui prenaient la bière et ça m'a beaucoup marqué, mais j'ai commencé à m'habituer à voir ça. Puis est-ce que pour vous, c'était quelque chose qui se démarquait, qui était comme... C'est bien ou c'est quelque chose pour vous qu'inversement, ça se démarque, mais vous aimez pas? Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Si mes enfants sont bien, les autres qui font ce qu'ils veulent. Tant que ça ne vient pas déranger l'ambiance de la famille, là. Ouais. Puis que ça ne vienne pas non plus influencer l'éducation de vos enfants, dans le fond. Je suis beaucoup habituée au Canada, ça ne me dérange pas beaucoup de choses. Le monde il peut faire ce qu'il veut, en ne pas touchant. Puis quelle valeur on pourrait dire qu'il y a au Salvador, puis qu'il n'y a pas ici au Québec, par exemple? Je peux te dire qu'il y en a presque les mêmes choses. C'est juste que là-bas aussi, il y a beaucoup de choses cachées. Ici, c'est plus ouvert. Comme, est-ce que vous pourriez donner un exemple? Par exemple, ici, les filles, ils vont aller avec son chum. Là-bas, ils vont aller avec son chum, mais il ne veut pas que le monde il sache qu'ils ont couché ensemble. Ici, les gens vont plus s'afficher. Qui sont en couple, ils vont plus s'afficher, ils vont pas se cacher nécessairement. Mais là-bas, ils se montrent en couple, mais il y a cette pas s'ils sont déjà couchés ensemble, ils vont pas te dire « Ah, j'ai déjà couché », non. Ils vont garder ça pour eux. C'est plus tabou, on pourrait dire. Exact. OK. Tandis qu'ici, vous trouvez qu'on affiche plus notre sexualité. Oui. OK. Mais moi, j'aime ça, la sincérité. Oui? Vous trouvez que ça apporte un positif dans la relation, que les gens soient plus sincères comme ça? J'aime pas ça, les mensonges. C'est mieux la vérité.
C'est plus facile de se retrouver aussi dans tout ça. Est-ce que vos frères et sœurs ont immigré aussi au Canada? Le deuxième qui est rentré au Canada, c'était mon frère Ever. Là, maintenant, il est décédé. Mais à cause de son divorce, il était retourné au Salvador. Après ça, ma sœur Alba, elle reste ici avec sa famille. Elle est bien. Puis après, j'avais un frère qui est décédé en un accident de voiture au Salvador, mais lui, il est venu juste pour 1 année et demie. OK, puis qui habitait ici 1 an et demi Oui. et il est retourné au Salvador. Oui. Puis là, maintenant, j'ai mon plus jeune frère qui reste ici avec ses enfants. Puis il est bien, il travaille, il se débrouille bien. Puis ça se passe bien. Oui. Pourquoi est-ce que vos 2 frères ont décidé de retourner là-bas? Mon frère Ever, comme je te dis, c'était à cause de son divorce. Il était parti parce que il aimait tellement sa femme, il ne voulait pas rester proche d'elle à cause qu'elle avait déjà un nouveau mari. Et mon autre frère, parce que lui, il était jeune, puis là-bas, il y avait plus de... La guerre était déjà finie, puis lui, il pouvait se... Ici, il faut qu'il travaille. Là-bas, si lui retournait, il allait à l'école. C'est pour ça qu'il est retourné. Pour aller chercher plus d'éducation pour travailler là-bas? Oui. Pour ensuite revenir ici? Non, pour rester là-bas. OK. Là, vous êtes arrivé au Canada, vous avez votre mari, vous avez un enfant. Maintenant, vous avez eu un deuxième enfant. Combien d'âge d'écart qu'ont vos enfants? 6 ans. 6 ans. Et l'arrivée de la dernière, du dernier, comment J'avais c'était? pas fait un enfant tout de suite quand j'arrivais ici parce que j'avais pas de famille proche. C'est de ma famille maternelle, c'est moi la première qui est rentrée au Canada. Okay. Mon ex-mari avait une famille, mais c'était pas ma famille. Je ne pouvais pas me fier à le laisser avec n'importe quel cet enfant que si je voulais avoir un enfant. Mais quand j'ai décidé d'avoir un enfant, mon autre, le plus vieux, le plus grand, il avait 6 ans. Puis je disais, si quelque chose, je peux m'aider avec mon petit Parce des qu'il fois. y a une certaine autonomie aussi rendue Ouais. à son âge. Donc, vous n'aviez pas à vous occuper de 2 enfants en même temps non plus, puisque votre plus vieux il avait quand même une certaine Exact. âge. OK. Aujourd'hui, là, vous avez un grand garçon, une grande fille. Vous êtes retraité à la maison. Éventuellement, peut-être un jour, ils vont si vous arrive quoi que ce soit, peut-être qu'ils vont penser à un milieu de vie quelconque. Si un jour, vous ne pouvez plus vous entretenir votre maison, s'il arrive quoi que ce soit, comment vous voyez cette avenue-là de peut-être arriver en milieu de vie, en résidence? Je me suis déjà préparée mentalement. Si mes enfants ils sont capables de payer pour m'avoir en résidence, OK. Mais sinon, j'aurais aimé solliciter un appartement de la ville pour habiter toute seule. Mais ça va dépendre de les maladies ou des choses qui arrivent. Puis comment vous voyez ça, qu'ici on parle souvent des résidences pour aînés, alors qu'au Salvador, on s'entend l'aîné ou le grand-parent, il vivait toujours dans la maison familiale. Mm-hmm. Que tu sais, même dans les maisons au Salvador, il y avait une chambre pour le grand-père, peut-être en arrière de la maison, mais il y avait toujours, les grands-parents étaient toujours partie de la famille, mais qu'ici on parle de résidence ou d'appartement tout seul. Mais je trouve que là-bas, parce que c'est plus facile à cause que des fois,
95%, je pense, des madames ne travaillent pas en dehors de... Ou peut-être moins, ne travaillent en dehors de la maison. OK. Il peut regarder sa maman ou son papa. Mais ici, presque tout le monde y travaille. Mhm. Souvent, oui, en effet, le conjoint et la conjointe travaillent. Exact. Donc, c'est un peu le plus dur d'être présent pour pour surveiller, on pourrait dire, Ouais. ou aider son parent. Est-ce que vous croyez qu'il va avoir une place pour vous à la maison? Est-ce que vous pensez que peut-être votre fille ou votre fils préférerait que vous demeuriez avec eux? Mais peut-être que oui, mais moi, je n'aimerais pas être une charge pour eux. Fait que vous êtes plus inquiète d'avoir l'impression de donner un fardeau à vos enfants? Ouais. Je ne veux pas être une charge pour mes enfants. Je les sens bien et je sais que les autres ils m'aiment bien, mais j'aimerais ça que chacune ait son autonomie. Et ce, malgré le fait qu'au fond, vous avez fait plusieurs sacrifices dans votre vie pour leur offrir une bonne vie à eux. Parce que comme vous dites tantôt, si vous étiez resté au Salvador, peut-être qu'il serait arrivé quelque chose à un de vos deux enfants. Fait que vous avez quand même fait plusieurs sacrifices, plusieurs efforts pour eux, mais vous vous attendez pas qu'ils... Si vous accepteriez s'ils sont pas capables de vous garder chez eux. Oui, j'accepterais très bien. Qu'est-ce qu'on devrait trouver, dans le fond, dans les résidences pour que vous faites « Oui, ça, c'est mon milieu de vie. » Moi, j'aimerais... Je suis bien ici, dans cette maison. Mhm. Puis si un jour les autres ils partent parce que on n'est pas collés pour rester tout le temps ensemble, j'aimerais ça avoir ma petite chambre et ne pas être trop dérangeant pour les autres personnes. Dans le fond, vous voulez toujours rester un peu discrète, puis pas déranger vos enfants, pas déranger le personnel. Vous voulez faire vos petites Ouais. choses tranquilles, là. C'est ça. Quel type d'activité faites-vous à la retraite? Présentement, à cause que j'ai tombé malade, je ne fais pas trop de choses parce que j'ai pogné l'anémie. Mais j'ai des amis qui j'aime beaucoup cuisiner pour qu'ils viennent manger chez nous ou des choses. Ça me manque, dans toute la pandémie, ça m'a manqué avoir mes amis, puis se réunir avec la famille aussi pour manger quelque chose de bon de notre pays. Vous me parlez justement de la pandémie. Quel impact ça a eu sur votre quotidien? Moi, je trouve que c'était trop exagéré, les mesures en parlant des familles. OK. Je ne dis pas que c'était lourd dans les manifestations, ça c'est pas bon. Okay. Mais je trouve que c'est très lourd pour la famille. Parce que moi, je vois ma fille, et quelquefois, peut-être dans l'année, je l'ai vue 4 fois. Oh! Puis vous êtes habitué de la voir souvent à toutes les À semaines. tous les fins de semaine. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a eu un impact sur votre santé de moins voir votre famille? Oui, tu te lèves le matin, tu sais que tu peux rien faire comme aller, par exemple, tu veux aller dans le magasin, tu dois aller avec Le masque? les masques, tu vas... tu peux pas te réunir avec les gens que tu aimes. Non, en effet. Puis ça, qu'est-ce que ça le nuit pour vous? De justement plus voir vos Moi, amis? c'est comme ne pas avoir une vie. C'est pas une vie, dans le fond, de ne pas voir personne, puis... Puis là, ben, comme vous me disiez tantôt, vos réunions avec les amis, vous faisiez à manger. Là, vous devez vous cuisiner un peu moins parce qu'il y a moins de monde à la maison.
Est-ce que ça aussi, ça a un impact sur votre, juste physiquement, le fait que vous bougez peut-être un peu moins? Est-ce que vous trouvez que ça apporte une lourdeur à votre corps? Mais oui, ça rapporte parce que moi, j'ai une de mes amies qu'on se voyait souvent, on allait prendre un café, on allait des fois manger au restaurant. Puis là, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on se voit presque pas. Puis ça, c'est vraiment plus difficile. Ouais. Des fois, ça te donne mal à la tête de voir que le matin, tu vas te lever, juste faire ton café et ne pas sortir. Attendre que la journée elle passe pour aller se recoucher, là, tu sais. Exact. Parce que, dans le fond, vous faisiez beaucoup d'activités avec des gens, mais quand on se retrouve tout seul, on n'a pas le goût. Non. Est-ce que vous avez perdu un peu le goût de cuisiner, le fait que vous cuisinez peut-être pour vous tout seul? Non, je ne cuisine pas pour moi toute seule. Quand je fais la cuisine, je fais pour ma nièce, les petites à elle, et puis mon fils. Ah oui, parce qu'il demeure ici encore. OK. Fait qu'au moins, vous avez cette vie-là de ce côté-là. Mais là, vous avez votre petit-fils qui va à l'école. Oui. Comment ça se passe avec la pandémie, les restrictions, le masque, vous, avec votre âge aussi? Je trouve que les enfants, quand ils vont faire les tests pour le COVID, c'est trop. Parce que mon petit enfant, ça fait 2 fois qu'il fait les tests. Il a perdu beaucoup de classes à cause de ça. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a des retards aussi à l'école à cause de ça? Dans ses travaux, puis ces choses-là? Grâce à Dieu, je pense que lui est intelligent. Puis il va réussir quand même. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas bon à l'école, ça peut nuire beaucoup. Fait que vous pensez aussi aux autres élèves, parce que si votre petit-fils vit cette situation-là, vous dites que ceux qui sont en difficulté dans sa classe, ça peut être encore plus difficile pour eux. Là. Ouais. Puis ça, vous l'avez remarqué avec votre... Est-ce que votre petit-fils, lui, au niveau du moral, là, est-ce que la pandémie a eu des effets sur lui? Lui, non, parce qu'il y a un jeu, puis il joue à son jeu, ça entretient beaucoup. Okay. Mais s'il n'aurait pas eu, peut-être qu'il estarait déçu du temps. Fait qu'au moins, il fait des activités pour passer le temps. Ouais. Fait que vu qu'il fait des activités individuelles, il ne voit pas trop l'impact, mais ça reste quand même que c'est plutôt les tests, le fait qu'il sort de l'école. Ouais. C'est plus à l'école qu'il y a un impact. OK, je comprends bien. Ça nous amène à notre moment de vérité sur les défis du système. Donc, vous qui êtes avec nous depuis le début de la pandémie, vous avez sûrement utilisé les systèmes de la santé aussi. Quel défi que notre système de santé aurait à relever? Ils ont besoin beaucoup plus de personnel parce que les personnes qui travaillent, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de s'occuper des choses comme maintenant avec la pandémie. Beaucoup de monde qui ne veut plus travailler dans ça. Dans le fond, ce que je comprends bien, c'est le fait que la pandémie est là, les gens ont plus peur d'aller travailler dans le domaine de la santé, selon vous. Donc, il manque encore plus de personnel qu'on avait déjà un manque de personnel. Oui. Oui. Donc, ça serait... Est-ce qu'une solution pour vous, ça serait d'encourager davantage d'aller travailler dans le domaine de la santé? Qu'est-ce qui pourrait amener peut-être plus de gens à vouloir travailler dans ce domaine-là? Mais je pense qu'il devait encourager les personnes, surtout les jeunes, mais que les encourage à ne pas charger trop cher pour les courses, parce que des fois,
les personnes, ils vont à l'école à sortir un cours pour travailler dans la santé, mais ça coûte très cher aussi. Mhm. Ça peut-être pourrait aider pour que le monde, incentiver le monde à vouloir travailler dans la santé. Est-ce que vous trouvez que les infirmières, les préposés sont payés à leur juste valeur? Je pense qu'ils sont payés un peu bien, oui, mais qu'est-ce que je trouve, c'est la façon de devenir infirmière ou travailleur de la santé, que c'est trop difficile, que le monde, des fois, il va quitter il va quitter de ne pas faire qu'est-ce qu'il doit faire pour aller travailler dans la santé. Vous entendez notre petit chien Katz qui fait des siennes un petit peu en dessous de la table. Excusez-nous. Donc, vous croyez que c'est les méthodes d'enseignement au niveau de la profession qui pourraient être changées? Oui. Oui. Est-ce que vous croyez que le personnel de la santé ont été bien reconnus pendant la pandémie? Oui, je pense que oui, mais comme il y en a toujours des gens différents, il va en avoir qui profitent aussi du système. Mhm. En effet. Ouais. Quel héritage désirez-vous laisser à vos enfants, à nos auditeurs? Est-ce que vous avez un héritage quelconque que vous aimeriez laisser à la communauté avec toute l'expérience que vous avez eue dans l'immigration, l'enseignement aujourd'hui? J'aimerais ça dire à le monde de faire confiance à les personnes qui viennent des fois d'ailleurs, parce qu'on n'est pas tous pareils. On a des différentes personnes. Ne qualifiez pas les personnes parce que tu as connu quelqu'un d'un pays qui n'était pas bon. Tu vas dire, oh, il vient de tel pays. Ça serait une bonne affaire parce qu'il y en a des mondes qui peuvent aider des fois, mais il y a peur à cause que les autres ils ont peur aussi de nous. Dans le fond, ça serait de ne pas qualifier la personne par rapport à son origine, dans le fond. Exactement. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire, par exemple, que je rencontre une personne du Salvador qui me fait vivre une expérience négative, que toutes les personnes du Salvador vont me faire vivre une expérience négative. Exact. Parce Okay. que moi, je viens du Salvador, mais j'en ai beaucoup d'amis canadiens français. Mm-hmm. Je ne peux pas qualifier tout le monde de la même façon. Oui, vous avez rencontré des bons comme des mauvais Canadiens. Exactement. Comme que je peux avoir rencontré des bons ou des mauvais Mexicains, des bons ou des mauvais Salvadoriens. Exact. Je pense que c'est pas la nationalité qui fait la nature de la personne. Non. C'est ça que vous voulez dire? Je comprends. Et ça nous amène à notre segment Améthyste. Le segment Améthyste, comme je vous expliquais un peu plus tôt, c'est le message que vous aimeriez donner à vos enfants, aux étudiants, aux aînés, à nos auditeurs. Quel message aimeriez-vous léguer à ces personnes? Moi, j'aimerais ça dire à les jeunes que profiter de sa famille, aider les aînés, parce que des fois, c'est pas sa faute qu'ils sont malades ou c'est pas sa faute qu'ils ont fait un mauvais choix de vie. Et dans le fond, la valeur familiale, de continuer à enrichir ces valeurs-là familiales, d'être proche de sa famille. Exact. Pour vous, c'est important, là, le soutien familial. Oui. Oui. Puis, est-ce que vous considérez avoir légué cette valeur-là à vos enfants?
Oui, j'aimerais ça que les autres, si ils sont bien avec moi, ces enfants à eux, ils vont être bien avec eux. Je comprends. Et je vous remercie pour votre accueil, pour tout le partage qu'on a eu. Puis j'ai vraiment été contente d'en apprendre davantage, surtout sur votre pays et sur tout le parcours que vous avez passé. Excuse-moi pour mon français, mais j'ai jamais été à l'école à apprendre. Et le français que je parle, c'est de la rue, du travail. Moi, je trouve que vous vous débrouillez très bien pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir cet enseignement-là. Vous êtes très bonne, inquiétez-vous pas. Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je tiens à remercier Myriam Segovia. Merci. Merci beaucoup de votre expérience avec moi. J'ai été contente de partager ce moment avec vous. Je vous invite à consulter le www.mauv.ca ainsi que notre page Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez besoin d'un accompagnement immédiat, n'hésitez pas à nous contacter au 514-708-MAUVE 514-708-6288. Sur ce, je vous souhaite une journée sereine. À bientôt!